Delatte. Christophe Delatte. Vous savez que j'ai une théorie sur les raisons pour lesquelles un homme en tue un autre. Il n'y a que 2 mobiles. 2. Alors pour quelle raison a-t-on tué Sébastien Duplessier en 2016 à Compiègne dans l'Oise? Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. Je débrieferai cette affaire tout à l'heure avec maître Benoît Varin du barreau de Beauvais, avocat de la partie civile. J'ai écrit cette histoire avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Pour commencer, je vous présente la tribu Duplessier, de Compiègne. Vous savez où est Compiègne, je suppose? C'est dans l'Oise, à 80 km au nord de Paris. Dans la tribu Duplessier, il y a d'abord la mère, Monique, et puis son fils aîné, David, et enfin, ses 2 jumeaux, Alexandre et Sébastien. Et si je dis que c'est une tribu, c'est parce que ces 3 gamins entretiennent une relation fusionnelle avec leur mère. Attention, ce ne sont pas des bébés. L'aîné a un peu plus de 30 ans et les jumeaux 29. Mais ils sont restés soudés autour de leur maman. Vous voyez? Il y a toutes sortes d'enfants, ça vous le savez. Il y en a qui vivent leur vie dès qu'ils ont quitté le nid. Un petit coup de fil à maman 2-3 fois par mois, un repas de temps en temps autour d'un poulet le dimanche, mais rien de plus. Mais chez les Duplessier, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez les Duplessier, on s'appelle tous les jours. Chez les Duplessier, on n'a pas coupé le cordon ombilical. Celui qui nous intéresse dans cette famille, c'est Sébastien, l'un des 2 jumeaux. Il est menuisier charpentier et il travaille dans l'entreprise de son frère jumeau Alexandre. Et il est célibataire. Pas parce qu'il est un peu coincé. Au contraire, il est célibataire parce qu'il est plutôt beau gosse et qu'il a envie d'en profiter. Une gonzesse par-ci, une gonzesse par-là, ça défile. Voilà, vous connaissez un peu Sébastien. Au moment où débute cette histoire, tout va bien dans sa vie. Ça ne va pas durer. Un lundi d'avril 2016, dans la soirée, Sébastien a mal au ventre et il a envie de vomir. Alors il appelle son jumeau, Alexandre. Alex, je me sens vraiment pas bien là. J'ai la gerbe, je sais pas ce que c'est, peut-être une gastro. Du coup, je voudrais aller chez le médecin demain. Ça t'embête pas si je viens pas travailler, hein? Je te tiens au courant. Pas de souci Sébastien. Fais ce qu'il faut. Et surtout tu donnes des nouvelles. Sauf que le lendemain, Sébastien ne donne pas de nouvelles. À personne. Et surtout pas à sa maman. Et ça, dans une famille fusionnelle, ça fait tout de suite monter l'angoisse. Il m'a dit j'ai mal au bide. Je vais voir le médecin. Je lui ai dit donne-moi des nouvelles, il n'a pas appelé. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois, il répond pas. Je vois pas pourquoi. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre sa journée, il n'y a pas de gêne. Il pourrait me répondre quand même. Maman, tu peux essayer de l'appeler? Peut-être qu'à toi il répondra. Mais à la mère non plus, il ne répond pas. Et la journée passe, et il n'appelle personne de la tribu. Enfin si, le soir, il envoie un SMS à Alexandre. « Je ne viendrai pas travailler demain. » Et le frangin est encore plus inquiet, parce que ce SMS ne lui ressemble pas. Enfin, un SMS, il aurait pu m'appeler quand même. Bon, il y a un truc qui va pas. On va voir chez lui. Sébastien habite une petite résidence dans le quartier de la Victoire. Alexandre sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de réponse. Alors il appelle son frère aîné, David. T'as un double des clés de chez Sébastien, toi. Tu peux venir avec? Oui, on se retrouve sur place. David arrive, il monte au 3e, ils ouvrent, ils entrent. Pouah! Une odeur. Un mélange de pisse de chat, Sébastien a un chat, mêlé à une odeur d'eau de javel. Ils font le tour de l'appartement. Ils arrivent dans la chambre. Elle est où sa couette? Il n'y a pas de couette sur le plumard. Et elle n'est pas non plus dans le panier à linge. Décidément, il y a un truc qui ne colle pas. Sébastien aurait disparu en emportant sa couette. Improbable, impensable, inimaginable.
En repartant, les deux frères tombent sur la voisine du dessous. « Ça va ? Vous êtes tout pâle ? Et il se passe quelque chose ? » ?»« Ouais, Sébastien, on est sans nouvelles. Il a disparu. »« Disparu ? Oh ben ça alors. Vous allez me prendre pour une cinglée. Mais j'ai vu un drôle de truc hier soir. Je sais pas si ça a un rapport, hein. Moi je vous le dis quand même au cas où. Aux alentours de 9h30, j'ai vu un type sortir de l'immeuble avec un gros paquet sur l'épaule. Je l'avais jamais vu, ce type-là. Mais il était comment, ce paquet ? Il avait l'air super lourd. Et il était emballé dans une sorte de couette. Oui, c'est ça, une couette, hein. Comme on met sur les lits, quoi. La tête des deux frérots, qui pensent exactement la même chose que vous. Un gros paquet très lourd, emballé dans une couette. Ça fait penser à un cadavre, non ? Ben si. Jusqu'ici, les Duplessis pensaient que Sébastien avait juste disparu. Et là, ils commencent à envisager qu'il soit mort. Qu'on l'ait tué et évacué son cadavre après avoir nettoyé son appartement, d'où cette odeur d'eau de javel. Les deux frères filent immédiatement chez les flics. On est très inquiets. Parce qu'il y a une voisine qui nous a dit qu'elle avait vu un homme qu'elle connaissait pas sortir de l'immeuble hier soir avec un gros paquet sur l'épaule. Et vous voyez ce que je veux dire ? On a peur que ce soit... Enfin, vous voyez quoi ? Les policiers voient très bien. Et ils débarquent sur place dans la foulée. Et ils font le tour de l'appartement. Ça paraît clair, on a fait le ménage ici. On a fait le ménage et on l'a pas rangé derrière. C'est quand même bizarre. Vois l'aspirateur, il est au milieu du couloir. Dis, regarde s'il n'y a pas le sac à poussière dedans. Attends 2 secondes. Affirmatif, il y en a. Mais il est vide de chez vide. Comme si on avait voulu effacer des traces du ménage. Viens voir. Regarde l'évier. Regarde ces petites taches, là. Ça m'a bien l'air d'être du sang, ça. Ça sent pas bon, tout ça. Ça sent pas bon. Dans la foulée, les flics vont sonner chez les voisins. Bonjour, madame. Police. Vous avez rien remarqué de particulier au cours de la soirée d'hier ? Particulier comment ? Je sais pas, des bruits, des cris. Maintenant que vous me le dites, ça me revient. Dans la soirée, il y a eu comme des claquements. Assez forts. Moi, j'ai cru que c'était une porte ou une fenêtre qui claquait. Mais en fait, c'était pas vraiment un bruit de porte qui claque. Combien de claquements ? Vous vous souvenez ? 1, 2, 3, 4, je pense. Des coups de feu ? Les flics pensent tout de suite à des coups de feu. Et ça, plus le gros paquet enroulé dans la couette, ça commence à devenir craignos. Pendant ce temps-là, les policiers de la scientifique ont commencé à examiner l'appartement de Sébastien sous toutes les coutures. Et sur l'accoudoir d'un fauteuil, ils ont trouvé de la poudre, des résidus de tir. Ça se confirme. Ce n'était pas des claquements de porte, c'était des coups de feu. Sébastien Duplessis a été tué. Et son corps évacué, ça paraît clair. Mais par qui ? Ça, pour l'instant, c'est un mystère. Les policiers retournent voir la voisine qui a vu passer le colis. Le gars que vous avez vu sortir, là, le paquet, il l'a mis dans une voiture ? Oui, une voiture noire. Une Opel Corsa noire. Et après, il est parti tout de suite. Non, il est remonté. Et après, j'ai entendu qu'il passait l'aspirateur. Et cet homme-là, vous pouvez me le décrire ? Oui, un peu. Grand, brun, costaud, les yeux bleus, entre 30 et 40 ans. Et là, la famille Duplessis est mise à contribution. Est-ce que dans l'entourage de Sébastien, vous connaissez un grand type brun, costaud, avec les yeux bleus, et qui aurait une Opel Corsa noire ? Il y a Yann. C'est un bon copain de Sébastien, il a une Opel Corsa noire. Yann, hein ?
Oui, oui, noir. Vous pouvez m'en dire plus sur lui? Oui. Il s'appelle Yann Auet. H-A-U-E-T. Il est très costaud, il fait de la muscu. C'est vraiment un bon pote de Seb, hein. Mais bon, c'est un gentil gars. Hein. Vous pensez que... Non. Non, pour l'instant, c'est prématuré, mais... C'est une piste. On va la suivre. Et dans la tête d'un flic, suivre une piste, ça commence toujours par un passage au fichier. Alors, Yann Auet. Il est dans le fichier. Petit pédigré, mais pédigré quand même. Yann Auet, 38 ans. Condamné pour violence volontaire aggravée et aussi pour trafic de produits dopants dans le milieu des salles de sport. Eh ben, c'est loin d'être un ange, notre gars. Les Duplessis n'en reviennent pas. Ils n'étaient absolument pas au courant. Et vous savez où il habite, ce Yann? Oh ben, il n'a pas d'appartement, Yann. C'est un glandeur. Il travaille pas. En général, il dort chez les filles avec qui il couche. Du coup, il déménage souvent. Hein. Comment elle s'appelle déjà, sa dernière copine? Élodie, hein, je crois. Oui, Élodie. Et vous savez où elle habite, cette Élodie? Elle habite à Tourotte, hein? Oui, c'est ça, à Tourotte. Et ça colle. Parce que les policiers viennent de s'apercevoir que le téléphone portable de Sébastien est toujours allumé. Il est toujours actif. Et il borne à Tourotte, justement. Un petit village pas loin de Compiègne. Eh ben, il n'y a plus qu'à aller le cueillir. À condition, bien sûr, qu'il soit chez sa copine. Et il y est. Sa voiture, la fameuse Corsa noire, est garée dans une rue pas loin. À 6h du matin, les policiers toquent à la porte de la copine Élodie. C'est elle qui leur ouvre, à moitié dans le coltard. « Bonjour madame, police nationale. Votre compagnon, là, Yann Auet, il est chez vous ?»« Ah non, il est pas là, non. » Mais pile à ce moment-là, les flics entendent du bruit dans la maison. Et au même moment, un policier resté derrière aperçoit une ombre dans la nuit, quelqu'un qui vient de sauter d'une fenêtre dans le jardin. Et il le voit courir vers la maison voisine. C'est lui! Nom de Dieu! C'est lui, il est en train de se barrer. Le flic alerte ses collègues. Mise en cause, vient de sauter par la fenêtre. Il court en direction du bois. Ok, on arrive. Et c'est parti pour une course-poursuite, qui n'est pas gagnée d'avance. Yann Auet est sportif, il saute les haies comme un cabri. Putain, il court vite, ce con! Les policiers arrivent tout de même à le localiser par les aboiements des chiens. Et leur chance, c'est qu'il se dirige tout droit vers un marécage. Et à un moment, il est coincé. Et il lui saute dessus. Et ben voilà. Il n'a pas été facile à attraper, le poisson, mais il est dans l'épuisette. Et sa courte cavale résonne comme un aveu. Parce que s'il était innocent, il ne se serait pas qualeté comme ça. La première chose que font les policiers dans la foulée, c'est de fouiller sa voiture, la Corsa. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la boîte à gants. Les papiers de Sébastien Duplessis, sa carte d'identité, son permis de conduire, sa carte bancaire et sa carte vitale. Bon, on n'avait pas de doute, mais là on n'en a plus du tout. On passe au coffre? Dans le coffre, il y a une boîte. Et les policiers l'ouvrent. Bingo! Regarde-moi ça! Un pistolet 22 long rifle. C'est munitions. Et regarde là, 1, 2, 3, 4 douilles percutées. 4! Comme le nombre de claquements entendus par la voisine. Il est cuit. Il est cuit comme un petit lu. Et maintenant, voyons s'il va se déballonner en garde à vue. Avec toutes les preuves accumulées, le téléphone, le 22 long rifle et les 4 balles, en principe, il ne va pas pouvoir nier. Bien, jeune homme, nous avons de bonnes raisons de penser que vous êtes mêlé à la disparition de votre ami Sébastien Duplessis. Est-ce qu'on a tort? Totalement?
Je savais pas qu'il avait disparu, moi, Seb. Moi, j'y suis pour rien. Si vous êtes pour rien, pourquoi est-ce que vous êtes enfui? Parce que je vous ai vu arriver, ça a été un réflexe, quoi, c'est idiot. J'aurais pas dû, mais... Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Très bien. Ramenez-le en cellule. Ça vous laisse le temps de réfléchir. Par exemple, au fait qu'on a trouvé un pistolet 22 long rifle dans le coffre de votre voiture avec 4 balles percutées. Hein? Laissez tout ça macérer dans votre petite tête. Et on se revoit tout à l'heure. C'est une bonne vieille technique. Laisser mûrir le suspect en cellule. Le laisser gamberger. Le laisser réaliser qu'il est coincé. Quand ils reviennent le chercher, les flics voient bien que ça a marché. Tout à l'heure, il était très sûr de lui. Maintenant, il est tout ramollo. Alors, vous avez les idées au clair maintenant? Hein? Allez, suivez-moi. Asseyez-vous. On a été où déjà? Oui, nous pensons que vous avez tué votre ami Sébastien avec ce 22 long rifle qu'on a trouvé dans votre voiture. On a raison, monsieur? Oui. C'est moi qui l'ai tué. Ben voilà! Vous pouvez nous raconter. Mardi soir, je suis allé chez Seb avec mon arme. C'est une arme que j'avais achetée sur Internet pour faire du tir sportif. Il l'a trouvé cool. Il a voulu me l'acheter. Vous le sentez venir, le zigoto? Dans 2 secondes, il va nous expliquer que c'est un accident. Alors, je lui ai montré comment le gun fonctionne, comment ça se charge et tout ça. Et le coup est parti. Tout seul. Et il a pris la balle dans la tempe et... C'était horrible, c'était horrible. Je vous l'avais dit, c'est un accident. Il nous prend pour des jambons. Quand j'ai vu qu'il était mort, je savais pas quoi faire. J'ai paniqué parce que mon casier judiciaire, je me suis dit personne va croire à un accident. Je me suis dit j'irai en prison. Mais je le méritais pas, c'était un accident. Alors j'ai tourné en rond en fumant des clopes. Et puis, je me suis décidé. Je lui ai tiré 3 autres balles à bout portant dans la tête pour faire croire à un règlement de compte. Et puis j'ai trouvé des serflex, des sacs plastiques et puis du cellophane pour l'attacher, le ficeler, pouvoir le transporter dans une couette sans que ça dépasse, quoi. Je l'ai enroulé dans la couette et je l'ai descendu à la voiture. Et ensuite, je suis remonté pour faire le ménage. Il y avait du sang partout. Et après, j'ai roulé sans trop savoir où aller. Et j'ai fini par laisser le cadavre dans un sous-bois près de Choisy-au-Bac. Eh ben, vous allez nous y conduire, hein? Allez, c'est parti. Direction Choisy-au-Bac. Arrêtez-vous. C'est ici. La voiture de police se gare le long de la départementale 66, en lisière d'une forêt. Ah bah dis donc, vous n'êtes pas compliqué la vie, hein. La couette blanche est visible de la route. Les policiers la déroulent. La tête de Sébastien est dans un sac poubelle. Ses chevilles et ses poignets sont attachés avec du serflex. Et ses bras sont plaqués au corps avec du cello frais. Il retire le sac poubelle. Il compte les impacts de balles dans la tête. Il y en a bien 4. Dans la foulée, Yanoé est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Pour assassinat, autrement dit. Le juge d'instruction ne croit pas un mot de cette histoire d'accident. Et il envoie illico en prison. Et après, il faut prévenir la tribu du Plessier, ou ce qu'il en reste.
Eux qui rêvaient encore secrètement que Sébastien soit juste séquestré. Les pauvres. Si on part donc de l'hypothèse que c'est un assassinat, que Yann a volontairement tué Sébastien, quel pourrait être son mobile? Pourquoi tuer un de ses meilleurs copains? On ne peut pas compter sur lui pour nous l'expliquer. Il maintient interrogatoire après interrogatoire que c'est un accident. Un accident qu'il a voulu ensuite maquiller en règlement de compte. Les policiers se lancent donc dans une enquête sur leur histoire à tous les deux. Et ils font d'abord le tour des copains. Yann et Sébastien, ils se connaissaient depuis l'adolescence. Je comprends pas. Il n'y avait pas de conflit entre eux. Et ensuite, ils interrogent la mère. Ça sent les choses, une mère. Mais ça fait longtemps que je le connais, moi, Yann. Pour moi, c'était pas un méchant garçon. Mais quand même, hein, il profitait beaucoup de la générosité de mon fils. Parce que Yann, il travaillait pas. Il vivait des allocs. Il avait jamais un centime sur lui. Et Sébastien, il travaillait. Il avait pas de problème d'argent. Et quand ils allaient boire un coup, c'est lui qui payait. Tout le temps. Et il lui prêtait de l'argent aussi. Il savait que l'autre rembourserait jamais, hein. Mais il s'en fichait. Il était généreux, mon fils. Donc il y avait un loup entre eux. L'argent. Sébastien en avait et Yann n'en avait pas. Et vous connaissez ma maxime. Il y a 2 raisons de tuer quelqu'un. L'argent et... Et quoi? Je veux vous l'entendre dire de tous les coins de la francophonie. Je veux entendre le cri de ceux qui savent pourquoi on tue. Allez-y! Je veux que ça revienne jusqu'à mes oreilles. Le cul! Le cul, nom de Dieu, le cul! Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a à gratter du côté du cul? A priori pas grand-chose, même si c'est vrai qu'ils étaient très différents dans ce domaine tous les deux. Sébastien, c'était un homme à femme. Ah, ça oui. Mais il les respectait, hein. Il les aimait et il les respectait. Alors que Yann, c'est un vantard. C'est pas pour rien qu'il fait de la gonflette. Yann, c'est le genre de mec qui raconte. Je l'ai prise comme ça, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça, je peux te dire qu'elle grimpait au rideau, etc., etc. Mais vous connaissez le proverbe. Grand diseux, tout petit faiseux. De l'avis de ses copains qui riaient bien de ses histoires de Don Juan, Yann, en la matière, manque de confiance en lui. Alors, est-ce qu'il y a eu un blême entre eux autour d'une fille? Eh ben non. De l'avis de tous, non. Il est arrivé à Yann de récupérer une ex de Sébastien, mais rien de plus. Et Sébastien ne s'en formalisait pas. Donc si c'est pas le cul, le motif du meurtre... Allez-y! Je vous écoute! C'est l'argent, le pognon, le flouze, la maille. Et ça saute aux yeux quand sa famille raconte ce que Sébastien faisait de son argent. Oh il voulait pas le mettre à la banque. Je sais pas pourquoi. Il avait pas confiance dans les banques. Alors il en faisait quoi? Il le gardait chez lui, pardi. En liquide. Et vous savez combien il avait chez lui comme ça? Exactement, je sais pas. Mais dans les 30 000. 30 000 euros. Le voilà le mobile, sans doute. On a retrouvé 70 euros dans les poches de Sébastien. Et tout le reste, envolé. Yann a sans doute tué Sébastien pour lui piquer son fric. Sauf que lui, à la veille du procès, il maintient que c'était un accident. À la cour d'assises de Tranché. Le procès de Yann Houé s'ouvre le 10 septembre 2019 devant la cour d'assises de Beauvais. La tribu du Plessier est là, en rang serré. Ils attendent des explications. Et pourquoi pas des regrets? Ils ne croient pas du tout à l'hypothèse d'un accident. Et lui, Yann Houé, dans son box, il a le regard froid. Pas du tout la tête d'un type qui va changer de point de vue. C'était un accident. Au départ, c'était un accident. Une mauvaise manipulation du pistolet. Qui voulait m'acheter. Ça, je le regretterai toute ma vie. Mais il n'y a rien de plus. Rien.
Et là, il s'assoit. Il tapote son pupitre. Il regarde sa montre. Et puis, il regarde ses ongles, négligemment. C'est bon, ils sont propres, tes ongles. Et il n'y a rien de plus à en tirer. A-t-il la moindre chance qu'on le croie? Eh bien, pas sûr après le témoignage de l'expert en balistique. Pour libérer le coup de feu d'un pistolet 22 long rifle, il faut exercer une pression conséquente sur la gâchette. Autrement dit, ce pistolet ne peut pas tirer tout seul. Je dirais que la thèse d'un tir accidentel n'est pas très réaliste. Les carottes sont cuites. Et à la fin, l'avocat général enfonce le clou. Yann Hoé est un assassin froid et dissimulateur. Je voudrais rappeler ici qu'il y a dans le dossier d'instruction le témoignage d'un psychologue qu'il est allé voir le lendemain de l'assassinat de son ami Sébastien. Et que dit le psychologue qui le voit juste après? Je n'ai pas décelé chez lui de troubles, de stress particulier, ni de tristesse. Le lendemain, je vous demande de le condamner pour assassinat à une peine de 30 années de réclusion criminelle. Et c'est bien pour assassinat qu'il est condamné, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation. Mais il ne prend pas 30 ans, il prend 20 ans de prison. S'il se comporte bien en détention, et d'après ce qu'on sait, c'est le cas, il a passé des diplômes, eh bien il sortira à mi-peine, et peut-être moins, c'est-à-dire bientôt. Autant vous dire que ça n'enchante pas du tout la tribu du Plessier. Et la tribu du Plessier, en tout cas une partie d'entre elles, vous êtes leur avocat, maître Benoît Varin. Vous avez défendu dans ce dossier en tant que partie civile les deux frères de Sébastien. Et je voudrais qu'on commence par un commentaire sur ce verdict de 20 ans pour assassinat, sans peine de sûreté. Comment réagissent ces frères? Les frères du Plessier sont absolument sidérés de cette décision, parce qu'ils estiment que la cour d'assises n'a pas pris en compte la froideur avec laquelle leur frère a été tué et tout ce que OM mettra ensuite en œuvre pour essayer de dissimuler son forfait. Et ils n'acceptent pas cette décision. Parce qu'il faut rappeler qu'il a encouru perpétuité, c'est-à-dire qu'on est très en dessous de la peine maximum. Oui, tout à fait. On est sur une peine qui paraît relativement clémente. D'autant plus clémente qu'il n'a pas reconnu les faits, ce qui est en général un facteur d'atténuation pour la justice. Quand au moins on reconnaît les faits, c'est qu'on a fait un pas. Lui, pas du tout. Il s'obstine à dire que c'est un accident, et pourtant il bénéficie d'une certaine clémence. Oui. Il est resté sur cette position de l'accident, malgré les démonstrations qui ont été faites, notamment par l'expert balistique qui était présent lors de la reconstitution et qui expliquait que compte tenu de la pénétration des balles, ou en tout cas de la première balle dans la tête de Monsieur Duplessier, il était tout à fait peu probable que ce soit un accident. Il a au contraire évoqué le fait que la victime ait pu être abattue par derrière. Il dit en fait aussi que on peut pas par accident appuyer sur la queue de détente d'un 22 long rifle, qu'il faut vraiment appuyer pour que ça parte, quoi. Absolument, puisque M. Way soutenait qu'il avait déjà manipulé cette arme, qu'il avait manqué de se blesser en forêt en faisant un tir d'essai, et qu'il aurait même essuyé un tir involontaire dans sa voiture, laissant entendre que c'était une arme qui pouvait être manipulée et se déclencher sans qu'on le veuille. Ce qui n'était absolument pas le cas et ce qui a été démontré par l'expert balistique. À l'issue de ce verdict, est-ce que vos clients espèrent que l'avocat général va faire appel? Bon, lui, Yann Hoé, il n'a aucun intérêt à faire appel. Il obtient un verdict absolument inespéré. Mais l'avocat général peut faire appel. On peut espérer un deuxième procès. Est-ce que vos clients sont là à attendre?
Ah, c'était leur souhait. Il est certain que si la partie civile avait eu la faculté de faire appel sur le plan pénal, il l'aurait fait. L'avocat général ne fera pas ce choix et mes clients devront rester avec cette décision de 20 ans pour sanctionner la mort de leur frère. L'intention de tuer, la préméditation, elle est acquise selon vous ? Sans aucun doute. Et ça avait été démontré par plusieurs éléments dans le dossier, notamment le fait que Monsieur Hoé va faire la commande de ce pistolet avec lequel il va exécuter Sébastien Duplessis et va se rendre à de multiples reprises sur un ordinateur de sa commune pour vérifier le suivi de cette livraison qu'il attend. Il y aura 31 interrogations qui seront faites auprès de Chronopost ou d'un organisme de livraison pour vérifier que l'arme va bien arriver. C'est assez surprenant. Et ça, il ne le fait même pas de son propre ordinateur. C'est-à-dire qu'il va le faire d'un ordinateur anonyme, quoi. C'est ça. Il se rend dans la maison, dans une bibliothèque, je crois, à Noyon, et il interroge pour ne pas laisser de traces, alors qu'on sait par ailleurs qu'il a un ordinateur sur lequel on trouvera d'autres éléments. Par exemple, le fait qu'il va interroger un moteur de recherche avec les questions balle plus tête, balle plus mort plus tête. Oui. Ce qui va aussi être pris en compte au titre de la préméditation. C'est incontestable. Et puis ce sang-froid dont il va faire preuve après avoir tiré la première balle, eh bien pour en tirer 4 autres, pour imaginer ce scénario rocambolesque du règlement de compte, puisque ce sera la thèse qu'il soutiendra à un moment, pour finalement dire non, c'était un accident à l'origine, et puis essayer de le faire passer pour quelque chose d'autre. Alors venons-en donc à ce mobile, qui n'est évidemment qu'une extrapolation, puisque Yann Hoé s'est entêté d'un bout à l'autre à dire que c'était une erreur de manipulation de l'arme et qu'il n'avait aucune intention de tuer. Est-ce que vous êtes certain, vous, qu'il tue pour lui piquer ses 30 000 balles ? C'est en tout cas la conviction de mes clients. Et effectivement, quand on connaît l'absence de revenus de Monsieur Hoé et le fait que Sébastien gardait chez lui beaucoup d'espèces parce qu'il ne souhaitait pas fonctionner avec un compte bancaire, on peut croire les frères quand ils disent que c'est sans doute le mobile financier qui explique le geste de Monsieur Hoé, d'autant que dans l'appartement qui va être évidemment minutieusement fouillé par les services enquêteurs, on ne va pas retrouver les sommes d'argent que les frères savaient que détenaient leurs frères. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il ne voulait pas mettre son argent à la banque ? Au fin du 19e siècle, début du 20e, je comprends. En 2016, j'ai un peu de mal. C'était une pratique parce qu'il ne faisait pas confiance aux banques et il souhaitait pouvoir garder un œil sur les liquidités qu'il détenait. Malheureusement, il ne sera pas très discret puisqu'il en parlera quelquefois et je pense que M. Hoé avait pu le constater puisqu'il pouvait être dépanné par Sébastien Hoé quand celui-ci le lui demandait. Est-ce qu'on a retrouvé trace de cet argent, soit directement au domicile ou chez la copine Élodie, ou dans les dépenses équivalentes chez Yann Hoé ? Non, dans les dépenses équivalentes, non, parce que Hoé va être quand même interpellé très peu de temps après les faits. Et, il n'a pas eu le temps de dépenser. Il n'a pas eu le temps. Dans son véhicule ou chez la copine, on ne va rien retrouver non plus. Donc il est quelque part, cet argent ? Il est forcément quelque part, donc soit Hoé l'a donné à la copine et elle l'a planqué, voilà, et il attend de le récupérer à sa sortie, soit il l'a mis ailleurs, puisqu'il a été capable de tenter de dissimuler le corps, ou en tout cas de le retirer de l'appartement. Donc il a peut-être pris ses précautions aussi de ce côté-là. Parlez-nous un peu, maître, de Yann Hoé. Vous le connaissez un peu, moi pas du tout, vous l'avez vu durant le procès. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Quel genre de garçon est-ce ? Il est donc capable de tuer son ami pour 30 000 balles. On dit dans l'histoire qu'il a des problèmes relationnels. C'est quelqu'un, en tout cas à l'audience, qui ne s'est pas beaucoup exprimé,
qui n'a pas livré grand-chose. C'est un grand gaillard, il est costaud, il a fait de la musculation et il a même, je crois, été champion de France dans une catégorie de musculation. Oui. Et c'est quelqu'un qui va paraître comme assez solitaire. Il n'a pas beaucoup d'amis et c'est pratiquement Sébastien et les frères de Sébastien qui sont les gens les plus proches qu'il ait pu avoir. C'est quelqu'un qui a vécu avec une autre femme avec qui il a eu un enfant. Il a été condamné pour les violences que cet enfant aurait subies. Alors à l'audience, il viendra dire que c'est totalement faux et qu'il a été condamné à tort, mais il n'empêche que on avait au dossier les éléments et notamment la déposition qui avait été faite par le petit garçon âgé de 3 ans à l'époque qui confirmait sans aucune équivoque possible qu'il avait reçu des violences. Donc c'est un type qui n'a pas d'affect, froid. Absolument, et c'est ce qui soulignera, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le psychologue qu'il rencontrera le lendemain des faits, où il vient de loger 4 balles dans la tête de son meilleur ami et qu'il ne laissera rien transparaître, d'une froideur absolument totale. Et c'est ce qui marquera aussi la famille à l'audience, c'est qu'il n'exprimera rien, il aura des larmes, pour vous dire, quand on va évoquer le fait que les animaux de son copain sont restés sans manger et sans boire, puisqu'il les avait laissés dans l'appartement. Mmh. Mais il n'y aura pas une larme de versée quand on évoquera la mémoire de Sébastien. Un dernier élément sur le verdict. Je suppose que si les jurés qui se sont réunis, les 6 jurés avec les 3 magistrats dans cette pièce pour prendre leur décision, s'ils lui ont donné 20 ans et pas 30, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui atténuait un peu la responsabilité de ce garçon. Est-ce que vous êtes capable de nous dire quoi ? J'ai beaucoup d'interrogations à ce sujet-là, et même avec la motivation de l'arrêt criminel. J'ai pas vraiment d'explication sur ce verdict. Peut-être ont-ils considéré que c'était quelqu'un qui n'avait pas eu beaucoup de chance dans la vie et qu'il y avait peut-être une forme de jalousie vis-à-vis de Sébastien qui pouvait peut-être faire qu'il ne méritait pas la peine maximale. Mais moi, j'ai pas d'explication de ce côté-là. J'ai pas compris cette décision. Et il a eu de la chance de tomber sur un jury si magnanime. Je vous remercie infiniment, maître Benoît Varin, avocat au barreau de Beauvais. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.